L'histoire des Juifs de France, c'est votre rendez-vous consacré comme tous les matins à la passionnante histoire de la communauté juive dans notre pays d'hier à aujourd'hui et toujours en compagnie de Christophe Dard. Alors, nous avons parlé dans le précédent numéro de la guerre de 1870 entre la France et la Prusse ainsi que de la Commune en 1871, une période très agitée. Même si la France retrouve peu à peu son calme, les conséquences du conflit contre la Prusse sont nombreuses et c'est ce que nous allons voir, même si paradoxalement cela va permettre aussi de souder la communauté juive pourtant fracturée en de nombreux courants. Alors d'abord Christophe, commençons par l'impact de la guerre de 1870 pour les quelques 90 000 juifs recensés en France avant le conflit et surtout en Alsace. Et selon l'historien qui a travaillé sur les juifs pendant la guerre de 1870, notamment Philippe Landau, on peut compter au moins plus de 50 Israélites, c'est comme ça qu'on les appelait évidemment à l'époque, morts pour la France sur les champs de bataille. Mais l'incidence effectivement la plus importante de la guerre sur les juifs, vous l'avez dit, c'est l'annexion par l'Allemagne de l'Alsace et de la Moselle. Comme vous le savez, ces territoires abritent depuis longtemps des juifs. Ils représentent même la majorité des juifs de France. Vous l'avez dit, 90 000 Israélites recensés en 1866. Il faut d'ailleurs souligner que c'est le double par rapport au début du 19e siècle et que sur ces 90 000, pas loin de la moitié, près de 40 000 vivent à l'époque en Alsace et en Moselle. On peut donc dire effectivement que cette perte à l'issue de la défaite française est donc un véritable coup dur pour les juifs de France. Alors que deviennent justement les juifs qui résident en Alsace et en Lorraine après l'armistice signé en 1871 ? Évidemment, certains deviennent allemands par obligation, notamment pour s'enrôler dans l'armée allemande. C'est obligatoire ou même aussi par choix, tout simplement. Mais il faut dire que la plupart aussi ne peuvent pas faire autrement que de rester car ils n'ont pas les moyens de partir. Rappelons que les départements d'Alsace et de Moselle abritent aussi des juifs pour la plupart assez pauvres et même plus pauvres que ceux que l'on peut trouver ailleurs en France. D'autres décident tout de même de quitter les départements d'Alsace et de la Moselle car ils veulent évidemment rester français. Mais vous le savez, ce n'est pas si simple d'émigrer. Ça a été le cas à toutes les époques. Ça l'était évidemment en 1870. Et d'ailleurs, ils avaient que quelques mois jusqu'au 1er octobre 1872 pour se déclarer et pouvoir enfin faire leur valise avec un certain nombre de conditions à respecter. 15 000 juifs d'Alsace et de Lorraine, soit 40% de ceux résidant dans ces régions, parviennent à émigrer. Du coup, cela va entraîner une véritable chute de la présence juive dans plusieurs villes et villages. Par exemple, dans le Bas-Rhin, le village de Bischwiller perd ainsi 46% de ses membres. Les juifs d'Alsace et de Moselle partent pour d'autres régions et beaucoup choisissent de s'installer alors à Paris qui passe de 20 000 à 24 500 individus juifs dénombrés entre 1866 et 1872. Mais malgré cela, Christophe, on ne compte plus que 49 000 juifs en 1872 en France contre donc 90 000 6 ans plus tôt. Et oui, c'est une baisse vraiment importante, mais malgré tout, il y a des points positifs. D'abord, les juifs qui ont quitté l'Alsace et la Lorraine vont se sentir encore plus français qu'ils ne l'étaient déjà. Ils nourrissent ainsi un esprit de revanche contre l'Allemagne et de nombreux juifs vont entamer une carrière militaire et le plus célèbre, c'est Alfred Dreyfus, né à Mulhouse justement en 1859 et dont nous reparlerons bien sûr ultérieurement. D'un point de vue sociétal, les juifs qui quittent l'Alsace et la Moselle vont enfin connaître pour beaucoup d'entre eux des conditions de vie aussi plus favorables que celles qu'ils connaissaient. Ils vont quitter ces petits bourgs pour les grandes villes. Ils remplacent leurs activités comme le colportage ou des métiers de paysannerie par des métiers dans le commerce ou dans les professions libérales plus estimées évidemment et beaucoup mieux rémunérées. Et puis notons que parallèlement, et ça aussi c'est important, la population juive d'Alsace et de Lorraine annexée par l'Allemagne décroît de 41 000 à 32 000 en 1900. Autre point positif, c'est que malgré l'esprit de revanche qui anime de nombreux juifs français, on assiste aussi à des liens resserrés au sein de la communauté juive, ce qui n'est pas simple lorsque l'on sait, nous en avons déjà parlé, qu'au sein du consistoire, les juifs ashkénazes et séfarades s'opposent et que différents courants du judaïsme existent déjà. Le courant libéral domine dans le sillage de Samuel Cohen, un traducteur et éditeur d'une Bible bilingue franco-hébreu, d'ailleurs qui avait été décoré en 1849 de la Légion d'honneur, mais le courant conservateur à l'opposé est également lui très important et surtout représenté par des rabbins. Alors il faut souligner le rôle de la presse dans cette opposition. Ouais. On a déjà dit, la presse a un rôle très important au cours du 19e siècle et donc le courant libéral lui se retrouve dans les archives israélites mensuelles fondées en 1840 justement par Samuel Cohen. Et puis en face, le courant conservateur lui a l'Univers israélite, un mensuel qui voit le jour en 1844 et qui a comme sous-titre, on ne peut plus explicite, Journal des principes conservateurs du judaïsme. Dans cet esprit d'apaisement
développement des relations au sein de la communauté juive au-delà de la France, il faut également citer le rôle de l'Alliance israélite universelle. Nous n'avons pas encore eu l'occasion de l'évoquer précédemment, mais son rôle, Christophe, est quand même très important. Et sa création, justement, est liée à plusieurs affaires qui ont défrayé la chronique. D'abord, l'affaire de Damas. Souvenez-vous, ces juifs accusés du meurtre en 1840 d'un religieux français et qui avait suscité l'émoi des juifs dans de nombreux pays. Ça fait l'objet d'un épisode que nos auditeurs et auditrices peuvent retrouver. Et puis surtout l'affaire Mortara, ça c'est bien du nom d'un garçonnet juif de 7 ans, Edgardo Mortara, qui vit à Bologne en Italie, ville des États pontificaux, enlevé en 1858 à ses parents par les autorités papales du souverain pontife d'alors, Pie IX, pour être élevé au sein de la religion catholique. Et visiblement à l'époque, c'était une pratique qui semblait courante d'enlever des enfants juifs pour les élever dans le catholicisme. C'est assez incroyable. Le scandale est tel que les juifs du monde entier se mobilisent alors, et c'est donc l'acte de naissance en 1860 de l'Alliance israélite universelle qui veut soutenir les juifs du monde entier contre toutes les formes de discrimination. Et dans l'appel lancé, on peut lire « Défendre l'honneur du nom israélite toutes les fois qu'il est attaqué, encourager par tous les moyens l'exercice des professions laborieuses et utiles, travailler par la puissance de la persuasion et par l'influence morale qui lui sera permis d'exercer à l'émancipation de nos frères qui gémissent encore sous le poids d'une législation exceptionnelle. » L'Alliance remplit alors 2 fonctions essentielles, intercéder auprès des autorités politiques dans le monde pour aider les juifs persécutés, puis aussi développer un réseau scolaire pour permettre aux juifs, plus précisément ceux qui vivent en Orient, de s'émanciper. En revanche, l'Alliance israélite universelle ne s'occupe pas du culte réservé au consistoire. Ses fondateurs occupent des fonctions diverses, rabbins, commerçants, avocats, ingénieurs, professeurs, mais les plus célèbres sont Isidore Cohen, fils de Samuel, qui a repris la direction des archives israélites en 1862, et surtout Adolphe Crémieux. Et sans son prestige, l'Alliance israélite universelle aurait sans doute eu du mal à exister, et c'est fort logiquement qu'après avoir été donc présidé une première fois par le juriste et économiste Jean-Louis Koenigswarter, l'AIU, on va l'appeler comme ça pour simplifier, est présidé à partir de 1863 par Adolphe Crémieux, qui va présider l'organisation pendant plusieurs années, et notamment pendant toute la période de la guerre de 1870. Et malgré le contexte d'affrontement franco-allemand, l'Alliance israélite universelle symbolise une sorte de concorde entre les 2 pays, y compris aux heures les plus graves de la guerre à l'été 1870. Et je vais vous citer 2 déclarations, côté allemand, côté français, qui le démontrent. D'abord côté allemand, le rabbin de Silesie Moritz Landsberg, membre actif de l'AIU, qui écrit à l'été 1870, donc on est vraiment là en plein dans les combats. La France nous remerciera un jour, nous l'espérons, de l'avoir libérée d'un tyran qui l'a conduite à l'ignominie et à la perdition. Et avec la grâce de Dieu, la victoire des armes allemandes conduira ces 2 grandes nations voisines qui en fera au moment où se trouvent en guerre vers une union durable, et elle les fortifiera, nous l'espérons, pour accomplir les tâches spécifiques que la Providence leur a attribuées au service de l'humanité. Et de son côté français, le secrétaire de l'Alliance, Isidore Loeb, lui écrira plus tard « Même pendant la guerre, tous mes amis le savent, je ne me laissais pas du tout envahir et aveugler par le patriotisme, et l'on me le reprochait plus d'une fois en disant que j'étais un Prussien. » Et cet esprit de paix domine après le conflit, et malgré la lourde défaite française, Adolphe Crémieux déclare en 1872 « Notre alliance n'est pas française ou anglaise ou allemande ou italienne, elle est israélite, elle est universelle. » Et ce ne sont pas des paroles en l'air, puisqu'alors que la France abrite pourtant l'Alliance israélite universelle, le poids de l'ennemi allemand lui est considérable. Les comités allemands de l'Alliance comptent en 1870 7 fois plus, 7 fois plus de membres qu'il n'en avait 9 ans plus tôt, donc avant le début de la guerre. Et en 1885, près de la moitié des 30 310 membres de l'AIU sont domiciliés dans l'Empire allemand, qui inclut l'Alsace-Lorraine, tandis que la France, elle, n'abrite que près de 16% des adhérents. Merci beaucoup Christophe Dard, c'est en effet une belle preuve d'amitié franco-allemande si l'on peut dire, et l'Alliance israélite universelle est alors l'une des rares structures à dépasser ce conflit et les frontières. Merci Christophe, on vous retrouve donc très bientôt bien sûr pour poursuivre notre feuilleton sur l'histoire des Juifs de France.